Ça, c'est les années, et ça, c'est Justice et Paix. Donc, c'était vraiment c'était extraordinaire que les organisations participantes provenaient de tous les horizons politiques et philosophiques, qu'ils soient confessionnels ou non confessionnels, qu'ils soient socialistes, démocrates chrétiens, libéraux, les jeunesses libérales, c'était un petit peu moins, enfin bon. Euh, alors, évidemment, les mouvements, les jeunesses communistes, etc. Ça, c'est les années 73-74. Et ceci était un jeu, quoi. C'était un jeu, un peu comme le jeu de loi, mais un jeu politique. D'un côté, le jeu, ça date de 1974, donc ça fait quand même déjà un certain nombre d'années. Hein, et de l'autre côté, des informations. Donc toujours la volonté d'informer, de mobiliser, sensibiliser, mais en même temps d'agir et de faire en sorte qu'un maximum de personnes s'intègrent dans cette mouvance de solidarité internationale. Le jour de la libération de Mandela, je m'apprêtais à partir au Cap-Vert avec un groupe d'amis en mission et on a retardé notre départ pour pouvoir assister à la télévision en direct à cet événement majeur de la libération de Mandela après plus de presque 30 ans. C'était le plus vieux prisonnier politique du monde et c'était un moment particulièrement émouvant étant donné que au niveau militant et au niveau professionnel, c'était l'aboutissement de tout un travail de solidarité qui s'est mené partout dans le monde, mais en particulier aussi en Belgique. Je me suis senti profondément heureux, inquiet aussi pour le futur, parce que voilà un homme qui a été emprisonné une très très longue période. On sait maintenant, parce que les archives sont publiées, que cette libération a été préparée de longue date. Les dirigeants du système d'apartheid en Afrique du Sud s'étaient rendus compte qu'ils allaient dans une impasse et qu'ils devaient à un moment donné libérer Mandela, qui était vraiment l'homme politique le plus célèbre, le plus ancien prisonnier. Et donc, on sait maintenant qu'ils avaient préparé ça, mais on ne sait pas comment, on ne savait pas encore à l'époque comment Mandela, éloigné depuis tellement longtemps, allait réagir à cette libération et s'il allait pouvoir assumer cette transition pacifique dont beaucoup disaient qu'elle serait violente. Et donc, c'était donc une profonde joie, un immense bonheur et en même temps une certaine crainte, inquiétude et donc la nécessité, la volonté de continuer à soutenir ce pays dans sa période de transition. Ah, il était clair que ce n'est pas uniquement par la libération de Mandela que les problèmes d'Afrique du Sud allaient se régler. Ce système avait été tellement profondément ancré dans les mentalités de la population blanche et la coupure, la séparation entre les groupes ethniques, y compris les métis et les Indiens, etc. Cette coupure était tellement profonde que on se demandait comment Mandela et le mouvement qu'il dirigeait allaient assurer cette transition pacifique. Donc nous avons continué à soutenir l'African National Congress dans cette lutte parce que les lois existaient toujours et ce n'est pas une libération d'une seule personne qui modifie un système. Et d'ailleurs, il a fallu des années, des années, des années avant que il y ait les élections tout à fait démocratiques et que de Klerk passe la main à Mandela qui devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Et pendant toute cette période, les mouvements de libération, surtout l'African National Congress, a continué à faire pression sur le gouvernement pour accélérer les réformes. Mais je suis parti en Afrique quelques heures après. On a pris l'avion, tout le groupe en mission pour aller au Cap-Vert. Et comme on roulait pour aller prendre l'avion à Paris, on ne pouvait pas boire. Mais on a vraiment. Moi, j'ai pleuré d'émotion. J'ai vraiment été ému profondément. C'était une joie profonde, un soulagement que j'ai vécu. Et
ça a été ma manière à moi, en partant en Afrique, de me montrer solidaire aussi avec cet homme qui a tant souffert pour la liberté de son pays. Un homme profondément honnête, un nationaliste dans le sens de euh, vouloir un mieux-être pour la population. C'était un fils de chef, hein, c'était un homme qui est devenu avocat, il a fait plusieurs métiers, il a une personnalité extraordinaire. Il y a un livre qu'il a écrit lui-même qui s'appelle Un long chemin vers la liberté. C'est un très gros livre que j'ai lu attentivement, au Cap-Vert d'ailleurs, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et cet homme est vraiment un personnage hors du commun. Avoir milité, avoir créé avec d'autres, pas créé, mais il est rentré à l'African National Congress, qui a été créé en 1910, si je me souviens bien, mais il a joué un rôle déterminant dans le développement de ce mouvement de libération. Il a tenté toutes les démarches possibles par une voie pacifique pour arriver à un changement du système. À un moment donné, lui, il a été arrêté, il a été condamné à la prison à vie. Il aurait failli être exécuté s'il n'y avait pas eu des pressions internationales pour empêcher sa pendaison. Mais il s'en est sorti et il est resté fidèle à ses convictions. Je voudrais dire, à mon avis, c'est le personnage dans l'histoire africaine, c'est le plus grand personnage que l'Afrique ait connu. On n'a pas du tout arrêté le soutien, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on avait des inquiétudes pour la période après sa libération, comment la transition, c'est en 1991, comment la transition allait se faire. Et en 1991, je travaillais pour une coordination européenne avec Solidarité Socialiste et Solidarité, qui étaient membres. Et alors nous avons, avant nous avions des projets de soutien à l'African National Congress à l'extérieur, en Zambie, c'est comme ça que j'ai été en Zambie aussi, là, au Mozambique, on soutenait le Frelimo, le MPLA en Angola, le Frelimo en Mozambique, et la donne a changé, parce qu'à ce moment-là, il nous fallait intervenir non plus à l'extérieur, on a encore continué parce qu'il fallait aussi que des réfugiés rentrent, il y avait quand même quelques réfugiés, que les militants de l'ANC qui faisaient la guérilla à l'extérieur rentrent, s'intègrent au pays. Et donc on s'est reconverti et on a soutenu des organisations syndicales, le COSATU, Confederation of South African Trade Union. On a soutenu différentes organisations de la société civile à l'intérieur même de l'Afrique du Sud, dans les townships, etc. Mais effectivement, il y a une déception. Il y a une déception, pas vis-à-vis de Mandela, parce qu'en plus il a été cohérent, il a fait son mandat, et puis il a dit je ne me représente pas. Euh, je suis déçu de son successeur, et je suis déçu du nouveau successeur aujourd'hui, parce que finalement, globalement, une partie du plan de la minorité blanche d'Afrique du Sud de maintenir les acquis, les avantages du pouvoir politique qu'ils avaient et qu'ils allaient perdre, et ils les ont maintenus d'une autre manière. Parce que en cédant le pouvoir, ils ont permis l'accession d'une bourgeoisie noire, africaine, hein, sud-africaine, qui a finalement un peu le même comportement que la minorité blanche.